En voyant les points du plan de paix dont on parle depuis la fin novembre, le Premier ministre polonais Donald Tusk a justement remarqué « Nous savons qu'il ne s'agit pas de paix, mais de business ». Et en effet, The Wall Street Journal publie à la fin du mois un article que l'on peut qualifier de bombe médiatique, bien qu'il soit passé presque inaperçu dans notre région. Les informations confidentielles du journal révèlent un accord en coulisses menant à la capitulation de l'Ukraine et expliquent pourquoi Donald Trump est si pressé, donnant à Volodymyr Zelensky jusqu'à Noël pour accepter le soi-disant plan de paix préparé par son administration. C'est précisément cet article du Wall Street Journal qui permet de comprendre la véritable logique de ce qui se passe. Lisons. Le mois dernier à Miami Beach, 3 hommes d'affaires influents, 2 Américains et un Russe, se sont réunis pour discuter de la fin de la guerre. Cependant, selon les sources, il s'agissait de bien plus que cela. C'était un plan de 2000 milliards de dollars pour sortir l'économie russe de la crise et donner la priorité aux entreprises américaines sur les européennes pour l'accès aux actifs russes. Dans le domaine de Steve Witkoff, se sont réunis lui-même, Kirill Dmitriev et Jared Kushner. Kirill Dmitriev proposait d'utiliser environ 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés pour des projets d'investissement communs, y compris le développement des ressources de l'Arctique, affirmant qu'il n'y a aucune limite à ce que 2 anciens adversaires peuvent accomplir ensemble. J'ai un rêve, comme Martin Luther King, que chaque soldat russe assis dans une tranchée lise cet article ou regarde ma vidéo. Vladimir Poutine a prononcé tant de discours affirmant qu'il lutte pour un monde multipolaire contre l'hégémonie de l'Occident. Son représentant Kirill Dmitriev propose aux Américains de partager 300 milliards de dollars russes sans inclure les réparations. Dmitriev offre ainsi à l'adversaire principal des projets d'investissement qui ne seront clairement pas basés sur un bénéfice mutuel honnête. Les États-Unis, pleinement conscients de la nouvelle position vulnérable de la Russie, chercheront à obtenir pour eux-mêmes les conditions les plus avantageuses et des superprofits. Par exemple, l'article du Wall Street Journal évoque la discussion sur l'achat de Nord Stream 2 par l'ami de Donald Trump, Stephen Lynch. Lynch a indiqué qu'il pourrait acquérir le pipeline pour une somme dérisoire, alors que sa construction a coûté 11 milliards de dollars. Il est difficile de définir une bouchée de pain, mais on comprend mieux la confiance de l'investisseur et ami de Trump, grand donateur à sa campagne. La vente du gazoduc est l'un des sujets que Witkoff, Dmitriev et Kushner ont discuté. L'un des sujets. L'article précise que des proches de Poutine, des milliardaires de Saint-Pétersbourg sous sanction, Gennady Timchenko, Yuri Kovalchuk et les frères Rothenberg, Boris et Arkady, ont dépêché des représentants à des réunions secrètes avec des entreprises américaines pour explorer des accords dans l'extraction des terres rares et l'énergie, selon des sources proches. Dans ma prochaine vidéo exclusive, diffusée demain sur Patreon, YouTube Sponsorship et Telegram privé, je cite un professeur de l'Université d'État de Moscou affirmant que la Chine ne soutient pas autant la Russie dans la guerre, faute de confiance. Pékin redoute que Moscou puisse un jour modifier sa position anti-occidentale. Si vous regardez l'épisode demain, faites attention. Dans l'article que nous analysons, il y a une confirmation éclatante des propos du professeur. Les milliardaires de Poutine et ses fidèles amis qui, soit dit en passant, ne possèdent pas des entreprises qu'ils ont créées eux-mêmes, mais des corporations d'extraction de ressources naturelles qui, en principe, devraient appartenir au peuple. Tout le monde a ri ici, même si j'évite de plaisanter tant que la guerre continue. C'est sorti spontanément. Quand Vladimir Poutine est devenu président, il a obligé les grandes compagnies pétrolières à exporter via la société suisse Gunvor, appartenant à Timchenko, au lieu de le faire directement. À un certain moment, 30% de tout le pétrole russe vendu à l'Ouest, ce qui représente une quantité énorme, passait par cette société intermédiaire. Elle prélevait un petit pourcentage sur chaque baril de pétrole qui nous appartenait, à vous et à moi. Par exemple, Timchenko détient via Volga des parts dans des entreprises d'extraction et de transformation des ressources. Novatek, gaz, Sibur, pétrochimie, transformation du gaz et produits pétroliers, et les Rothenberg, charbon. Et ces messieurs, via leurs représentants, concluent des accords avec les Américains. Quelqu'un sait-il si c'est pour cela que la soi-disant opération militaire spéciale a été lancée ou si Poutine l'a annoncé pour cette raison? Lisons l'article.
Lors de négociations secrètes à Doha, Neil Chapman, vice-président d'ExxonMobil, a rencontré Igor Sechin, chef de Rosneft et ex-secrétaire de Poutine, pour discuter du retour d'Exxon dans un grand projet à Sakhalin, suspendu après l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. La société Exxon du milliardaire Todd Boehly, qui est un important sponsor du parti de Trump, envisageait d'acquérir des actifs appartenant à Lukoil, le deuxième plus grand producteur de pétrole russe. En octobre, les États-Unis ont sanctionné Lukoil pour accroître la pression sur Moscou, poussant la société à vendre ses actifs à l'étranger. À première vue, rien d'inhabituel. On rachète des actifs déjà sous sanction. Mais il y a ici un point important. ExxonMobil pourra aussi les acquérir à très bas prix, puisque tout acheteur devra obtenir l'accord du ministère des Finances des États-Unis pour finaliser la transaction. En fait, seuls les Américains décideront à qui donner cette approbation. En d'autres termes, l'acheteur pourrait tout simplement ne pas avoir de concurrent. En bref, c'est un peu comme une vente aux enchères sous garantie version 2.0. Tout laisse penser qu'ExxonMobil obtiendra la première autorisation et achètera les actifs à un prix bien inférieur à leur valeur réelle, faute d'alternative. Bref, c'est une super affaire. Il n'y a qu'une seule question vraiment sérieuse ici. Quand est-ce qu'on commencera à fabriquer des écussons pour les assaillants russes qui meurent en masse près de Pokrovsk avec l'inscription ZA ExxonMobil? Vous pouvez styliser la lettre Z selon l'actualité du Z, mais le logo est breveté. Seuls les abonnés des chaînes exclusives obtiennent le droit d'utilisation. Tous les liens sont dans la description. Continuons à lire l'article du Wall Street Journal. Des sources proches des négociations rapportent que les hommes d'affaires liés au Kremlin, Timchenko, Kovalchuk et Rothenberg, ont aussi offert aux Américains des concessions pour extraire du gaz en mer d'Okhotsk et ailleurs. Ils ont aussi évoqué l'exploitation des terres rares près de Norilsk et dans 6 régions de Sibérie. Selon les projets de contrat examinés par le Wall Street Journal, un ami d'université de Trump Jr. menait des négociations pour acquérir 10% des parts d'un projet de production de gaz naturel liquéfié dans l'Arctique auprès de la société Novatek, le deuxième plus grand producteur de gaz naturel de Russie, détenu en partie par Timchenko, si les États-Unis et le Royaume-Uni levaient les sanctions contre elle. En somme, l'essentiel est clair. Comme l'a dit Donald Tusk, ce n'est pas la paix, mais du business. Vous pourriez croire que je critique le plan de Trump parce que des entreprises américaines exploiteront maintenant les ressources naturelles russes. Peu m'importe avec qui Timchenko extrait le pétrole, tant que cela apporte la paix. Je tiens à vous assurer, si je savais avec certitude que cet accord commercial apporterait une paix durable à l'Ukraine, je me ferais tatouer Trump. Mais le problème est ailleurs. Si pour Trump, ce plan de paix est une affaire commerciale avantageuse, pour Poutine, ce n'est qu'un outil pratique pour réaliser son objectif principal. Que le Kremlin n'a-t-il tiré de cette opération spéciale menée par Kirill Dmitriev ? L'Amérique se détache de l'Europe, où la crainte grandit de manquer de soutien face à la Russie, poussant certains à voter pour des politiciens pro-russes. Le Kremlin évite de nouvelles sanctions et, surtout, les livraisons d'armes. Zelensky subit une pression politique constante. Et si en plus il force Kiev à céder non seulement des territoires, mais aussi les villes les plus fortifiées de Donetsk, rien n'empêchera Poutine, une fois de nouvelles positions prises, d'annoncer plus tard une opération militaire spéciale 2.0 après que le régime de Kiev aura attaqué ces nouveaux territoires russes. Cette nuit, 2 groupes de sabotage de militaires ukrainiens sont arrivés à la frontière avec la Fédération de Russie dans la région de Louhansk et depuis le territoire de Mariupol. À la suite du combat qui a eu lieu, nos gardes-frontières, avec le soutien du ministère de la Défense de la Russie, ont éliminé ces 2 groupes de sabotage. Vous souvenez-vous que la veille de l'invasion, le chef du service fédéral de sécurité, Bournikov, a affirmé que l'armée ukrainienne avait tenté de prendre la Russie avec 2 véhicules de combat et des blindés. Bien sûr, les enquêteurs ont ensuite facilement prouvé qu'il s'agissait d'un transport de troupes blindées russes, peints en camouflage pixel ukrainien. Que ferait-on si les forces armées russes lançaient une opération sous faux drapeau après l'accord Witkov-Dmitriev ? Trump enquêterait-il sur l'origine des hostilités ou accuserait-il Zelensky de vouloir impliquer les Américains dans une guerre lointaine en Europe de l'Est ? J'ai déjà répété cette thèse plusieurs fois. Trump a offert à Vladimir Poutine un espace de manœuvre, ce qui pourrait ne coûter qu'une bagatelle au dictateur du Kremlin. Accorder une concession à des entreprises américaines n'est pas grand-chose.
C'est-à-dire, vous comprenez, je ne suis pas préoccupé par le fait que la Russie et les États-Unis puissent rétablir des liens économiques et développer des affaires. Ce qui m'effraie, c'est que pour Washington, l'accord commercial soit mis au premier plan dans la promotion de la paix en Ukraine. Je vous invite donc à revoir cette vidéo de juillet 2024 où j'exprimais mes craintes qu'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche marque le passage d'une stratégie d'État à une logique d'agent immobilier new-yorkais. Quant à l'approche de Vladimir Poutine, comme nous le savons, elle n'a pas changé et ne changera pas. Je ne suis pas président. Je peux dire que la guerre ne prendra pas fin tant que nous n'aurons pas moralement et politiquement vaincu l'Europe, tant que les élites européennes, devenues folles, ne mettront pas un terme à leur nouvelle course insensée vers une guerre mondiale. Espérons qu'ils retrouveront la raison sans avoir apporté un lourd péché en utilisant des armes. Une vengeance massive. Et cette révélation de Sergueï Karaganov, que des publications sérieuses qualifient d'idéologue de la politique étrangère russe, démontre la différence d'approche. Ni Trump, ni nous, gens normaux, ne comprenons pourquoi faire la guerre alors qu'on peut gagner de l'argent. C'est la logique des gens sains d'esprit, mais au Kremlin, ce ne sont pas des gens comme ça. Et ça, le vieux Donny ne veut pas le comprendre, et probablement, il ne le peut pas non plus. Cela offre à Poutine une occasion unique de réaliser ses objectifs tout en assurant quasiment l'inaction de l'hégémon occidental. Selon la doctrine de sécurité nationale de l'administration Trump, la majorité des Européens veut la paix, mais ce souhait ne se retrouve pas en politique, car leur gouvernement sape en grande partie les processus démocratiques. En résumé, selon la doctrine de sécurité nationale des États-Unis, l'absence de paix en Ukraine s'explique par la position de l'Europe. Alors, l'Amérique de Trump va-t-elle défendre une telle Europe? Ma réponse est non. Donc, comment Vladimir Poutine ne profiterait-il pas de la situation actuelle? Je suis en train d'enregistrer tout cela, et vous ne pouvez imaginer à quel point je voudrais avoir totalement tort. Comme j'aimerais que la guerre en Ukraine se termine après la signature du meilleur accord de l'histoire, l'accord au nom de Donald Trump. Comme je voudrais que le 47e président des États-Unis entre dans l'histoire comme un pacificateur en recevant non pas 1 mais 10, bon sang, prix Nobel de la paix. Mais les faits sont clairs, la paix avec un dictateur obtenu via les affaires est impossible comme le montre l'histoire. Aucun de ces dirigeants, Hitler, Staline, Mao Zedong, la dynastie Kim, Mussolini, Ceausescu, ne cherchaient à assurer de bons revenus ou à prospérer économiquement leur pays. Ces gens avaient d'autres objectifs, tout comme Poutine. Donc, l'Europe, qui en 4 ans de guerre a réussi à creuser 3 tranchées, littéralement 3, d'une longueur totale de quelques centaines de mètres, et a planté au milieu d'un champ quelques dizaines de hérissons anti-chars en béton pour les montrer aux journalistes, commet une grave erreur. L'argent n'intéresse pas Poutine, alors que Trump, malheureusement, y est trop attiré. Non, je ne peux même pas imaginer cela. Comment pouvons-nous discuter sérieusement de l'accord conclu par le partenaire commercial de Trump ? Vous savez, c'est une affaire immobilière pour enrichir la famille de Trump et vendre l'Ukraine. Et comment peut-on sérieusement débattre de l'abandon par l'Ukraine de fortifications qui protègent l'Europe ? Ah, nous célébrons l'OTAN. L'OTAN n'est pas forte, l'OTAN n'existe pas. C'est faux, c'est OTAN, 4 lettres. La raison pour laquelle vous êtes encore assis ici à la célébrer, c'est que l'Ukraine meurt chaque minute. Poutine, Xi Jinping, tous les autres, ils la célèbrent. Grâce à l'Ukraine, la Russie n'accomplit pas le rêve de Poutine de restaurer un empire russe. Mais si Dieu nous en préserve, l'Ukraine est forcée de conclure cet accord. Alors, c'est très clair, Poutine réalisera son rêve. Et ensuite, les gars, ce sera votre tour, mais vous n'êtes pas prêts à vous battre. Malgré tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo, je veux souligner l'essentiel. Je suis catégoriquement en désaccord avec ceux qui utilisent le mot capitulation en parlant du plan de paix. Plus précisément, de l'accord commercial que Donald Trump propose pour l'Ukraine. En effet, tout dépendra des garanties de sécurité qui seront inscrites dans le document final, lesquelles pourraient en réalité être négociées pendant encore plusieurs années. Si ce document contient non seulement des assurances, mais aussi des engagements concrets des États-Unis à défendre le territoire ukrainien désigné, presque comme s'il s'agissait du leur, j'appellerais cela une défaite de fait pour la Russie dans cette guerre, sans qu'aucun objectif stratégique n'ait été atteint. Quant à l'Ukraine, si elle obtient réellement des garanties de protection complète qui excluent la répétition de la guerre, elle préservera l'essentiel, sa souveraineté.
que selon l'intention du Kremlin devait être réduite à néant. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pour l'instant aucun signe de volonté de Washington de fournir de telles garanties. Un problème encore plus grave, c'est que Poutine ne les approuvera jamais. Et je pense qu'il n'est pas difficile de deviner pourquoi il ne permettra pas aux États-Unis de devenir le garant de la sécurité de l'Ukraine. Il ne reste plus qu'à observer quelle logique l'emportera à Washington, la logique commerciale ou la logique stratégique.